Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une conférence sur la résolution des problèmes. Alors, je vais vous énumérer quelques outils, vous expliquer certains outils qui vous permettra de régler des problèmes dans votre entreprise, dans vos organisations. Alors, tout d'abord, l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Cet outil, l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, AMDEC, c'est un outil en fait de sûreté de fonctionnement et de gestion de la qualité. L'AMDEC est la version non quantifiée de l'AMDEC. L'AMDEC est la traduction de l'anglais FMECA, Failure Mode et Effect and Criticality Analysis, analyse des modes, des effets, de la criticité, des défaillances. L'AMD est essentiellement une démarche intuitive, inductive, aussi exhaustive que possible, qui consiste à identifier au niveau d'un système ou d'un sous-ensemble les modes potentiels de défaillance de leurs éléments, leurs causes et leurs effets. Il est possible de compléter cette démarche par une recherche des dispositions existantes, contrôle préventif ou non, en mesure de détecter la cause avant qu'elle n'entraîne la défaillance. Une recherche des recommandations permettant de réduire ou de supprimer la cause ou son impact. L'AMDEC ajoute à l'AMD une évaluation de la criticité des modes de défaillance permettant leur hiérarchisation, et cette criticité peut être restreinte à un seul indice établi sur la gravité de l'effet selon une échelle de cotation définie par le projet, la multiplication de l'indice de gravité par l'indice d'occurrence de la cause, la multiplication de l'indice de gravité par l'indice d'occurrence de la cause et par l'indice de détection des contrôles. On se doit de fixer un seuil d'acceptation au-dessus duquel toute criticité doit être réduite par un moyen à définir, reprise de conception, plan de maintenance, action de surveillance. De telles analyses peuvent être adaptées à toute interrogation dans tout domaine. Elles peuvent servir de base, entre autres, aux analyses fiabilité, maintenabilité, disponibilité, qualité et testabilité. Le but est de hiérarchiser les actions d'amélioration à conduire sur un processus, un produit, un système en travaillant par ordre de criticité décroissante. Alors, quelle est cette démarche? Pour garantir un résultat acceptable, la réalisation d'une AMDEC doit avant tout s'inscrire dans une démarche d'analyse du système. En effet, celui-ci aura permis d'identifier les fonctions, les contraintes d'utilisation et d'environnement, les paramètres critiques à mettre sous contrôle et sur lesquels les analyses de type AMDEC porteront. Ainsi, le périmètre sur lequel l'AMDEC doit être réalisé sera identifié. Une fois ce périmètre établi, on identifie de manière systématique les modes de défaillance potentiels. On peut se baser sur l'expérience acquise ou, selon les domaines, sur des référentiels définissant les modes de défaillance type à prendre en compte. Ensuite, on identifie pour chaque mode de défaillance sa cause, son indice de fréquence, la classe d'occurrence et ses effets. Son indice de gravité et la classe de sévérité, les mesures mises en place pour détecter la défaillance, son indice de détection. Alors, le produit, c'est l'indice de fréquence multiplié par l'indice de gravité multiplié par l'indice de détection, qui donne la criticité. Dans certaines applications, on utilise des probabilités au lieu des indices. On traitera en priorité les causes des modes de défaillance présentant les plus fortes criticités. Pour l'évaluation de la criticité, on utilise en général des grilles d'évaluation adaptées aux principes et aux problèmes à étudier. Les différents éléments sont notés la plupart du temps de 1 à 10, il ne faut jamais coter 0. Cependant, l'expérience peut amener certaines entreprises à utiliser une cotation de 1 à 5. À titre d'exemple,
Voici 3 grilles de cotation graduées de 1 à 10 selon 3 niveaux qui sont représentés. Par exemple, la note 10 pour une fréquence probabilité d'apparition de permanent avec une note 10 en G pour la gravité parce qu'on a une mort d'homme et en note D de 10 avec aucune probabilité de détection. En 5, en F parce qu'on a une fréquence ou probabilité d'apparition fréquente. On a en note G 5 parce qu'on a des conséquences financières ou matérielles. En note D 5, un système de détection est en place mais n'est pas infaillible. Et puis on peut mettre la note 1 si la fréquence ou la probabilité d'apparition est rare. Une note de 1 pour le G si la gravité n'est pas grave. Et une note de 1 pour la note D si la probabilité de non-détection, le système de détection est infaillible. On évalue la criticité donc par le produit C est égal à F fois G fois D. Plus C est grand, plus le mode de défaillance est critique. Il est également possible d'évaluer la criticité à partir d'une matrice de criticité. On ne fait alors intervenir que 2 paramètres, F et G. En fonction des utilisateurs de cet outil, les critères peuvent varier. En automobile, par exemple, le critère contrôlabilité est utilisé pour prendre en compte le fait que le conducteur puisse ou non maîtriser son véhicule en cas de défaillance. Alors, il y a plusieurs types d'AMDEC. Il existe en 2010 5 types d'AMDEC. L'AMDEC fonctionnel qui permet à partir de l'analyse fonctionnelle conception de déterminer les modes de défaillance ou causes amenant à un événement redouté. On a ensuite l'AMDEC produit qui permet de vérifier la viabilité d'un produit développé par rapport aux exigences du client ou de l'application. On a l'AMDEC Process qui permet d'identifier les risques potentiels liés à un procédé de fabrication conduisant à des produits non conformes ou à des pertes de cadence. On a l'AMDEC moyen de production qui permet d'anticiper les risques liés au non-fonctionnement et au fonctionnement anormal d'un équipement d'une machine. Ensuite, on a l'AMDEC flux qui permet d'anticiper les risques liés aux ruptures de flux de matière ou d'information, les délais de réaction ou de correction, les coûts inhérents au retour à la normale. Chacun de ces types d'AMDEC donne en sortie un document de travail incontournable pour la suite du développement, par exemple. Pour l'AMDEC produit, un plan de fiabilisation. Pour l'AMDEC process, un plan de surveillance contrôle qualité. Pour l'AMDEC moyen, une gamme de maintenance préventive. Pour l'AMDEC flux, le plan de sécurisation ainsi que les stocks et délais de sécurité. Alors quel est le format de l'AMDEC ? Pour réaliser une AMDEC, on utilise un tableau qui comporte les colonnes suivantes. Alors composants ou du sous-ensemble, mode potentiel de défaillance, cause possible de chaque mode de défaillance, effet de chaque mode de défaillance sur le système, indice de fréquence, indice de gravité, indice de détectabilité, criticité actuelle et action recommandée ou de remarques, suggestions éventuelles. Suivant le niveau de criticité atteint, certaines actions d'amélioration sont nécessaires. Pour juger de leur impact, il faut refaire une cotation pour diminuer ainsi la criticité jusqu'à un niveau acceptable. Certains préconisent de chiffrer la criticité visée après action. Alors quels sont les secteurs d'activité utilisant l'AMDEC ? L'AMDEC est très utilisé dans le secteur automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire et du matériel médical, tout au long du processus de conception, développement et exploitation. Une méthode dérivée de l'AMDEC est aussi utilisée dans les industries agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques, le HACCP. Cette méthode s'intéresse plus particulièrement à la fabrication et s'apparente à l'AMDEC Process. Depuis la mise en place de la nouvelle directive ATEX, les fabricants de machines utilisées en atmosphère explosive doivent obligatoirement réaliser une AMDEC ATEX, qui permettra d'identifier les risques d'échauffement ou d'étincelle, quelle que soit leur origine.
Dans les nouvelles méthodologies de la fiabilité, l'AMDEC est aussi employé pour déterminer les contributions intrinsèques et extrinsèques des différents mécanismes de défaillance. À partir de cette analyse, les paramètres importants pour la compréhension des dégradations survenues lors de la qualification ou du retour opérationnel du niveau électronique ou optoélectronique permettent d'effectuer le suivi du système amélioré lors d'un nouveau test d'endurance. Alors, limitation de l'AMDEC. Si l'AMDEC est un outil très intéressant pour la sûreté de fonctionnement, elle ne permet pas cependant d'avoir une vision croisée des pannes possibles et de leurs conséquences. Deux pannes surviennent en même temps sur deux sous-systèmes. Quelle est donc la conséquence sur le système tout entier? Dans ce cas, des études complémentaires sont nécessaires par arbre de défaillance notamment. Par exemple, dans l'aéronautique, les accidents d'avion sont très rarement liés à une seule défaillance. Ils résultent généralement de plusieurs défaillances techniques ou organisationnelles qui se manifestent simultanément. L'AMDEC ne permet pas de tenir compte des phénomènes dynamiques. La qualité d'une AMDEC est liée à l'exhaustivité des modes de défaillance identifiés. Celle-ci est fortement dépendante de l'expérience des auteurs de l'étude. De plus, l'outil AMDEC ne doit pas devenir une fin en soi. Les actions préconisées doivent être mises en œuvre et un suivi de l'efficacité doit être assuré. Passons au deuxième outil, l'analyse préliminaire des risques. Selon la norme CEI 303.9, CEI 303.9 de 1995, l'analyse préliminaire des risques APR est une technique d'identification et d'analyse de la fréquence du danger qui peut être utilisée lors des phases amont de la conception pour identifier les dangers et évaluer leur criticité. Alors quel est l'objectif de l'APR? L'analyse préliminaire des risques APR est une méthode d'identification et d'évaluation des risques au stade initial de la conception d'un système. À partir de l'ensemble des dangers auxquels le système est susceptible d'être exposé tout au long de sa mission, l'APR a pour objectif l'identification, l'évaluation, la hiérarchisation et la maîtrise des risques qui en résultent. Elle peut aussi être utilisée avec profit pendant toute la durée de ce système. L'APR d'un système couvre l'identification des incertitudes sur la mission, des dangers auxquels il peut être confronté, des situations dangereuses dans lesquelles il peut se retrouver volontairement ou à son insu, des scénarios conduisant à des événements redoutés, des conséquences sur le système de son environnement, des traitements de maîtrise des risques, des actions de gestion des risques résiduels. Les domaines d'application sont nombreux et l'APR peut être réalisée sur tout type d'activité industrielle, financière, sanitaire, environnementale, à quelque niveau que ce soit, mission, système, composant. Développement récent, l'APR a été développée aux États-Unis au début des années 60 dans les domaines aéronautiques et militaires. La méthodologie a récemment été réactualisée et complétée, introduisant la formalisation de la structure du système, la formalisation et l'élaboration de la cartographie des dangers, la formalisation de la cartographie des situations dangereuses associées, l'échelle d'effort et son exploitation, les paramètres des risques résiduels, le format de l'APR générique permettant de réaliser facilement l'APR par danger et l'APR par élément du système, la construction de la cartographie des risques, diagramme de Kivia et de Farmer, les formats des fiches du plan d'action de réduction des risques et du catalogue des paramètres de sécurité, l'évaluation des rapports coûts-risques, les allocations préliminaires de sécurité. La méthodologie APR mise à jour est présentée dans tout ce qui est conforme à la démarche de management global des risques de la norme ISO 31000. Alors, un petit exemple d'une intervention milieu industriel. Par intervention milieu industriel, on entend les opérations d'installation de nouvelles machines
et installation travaux neufs, des opérations de maintenance, des opérations d'enlèvement de machines ou démantèlement d'installations, les formations sur site. Elles ont pour spécificité de faire intervenir des personnes ne travaillant habituellement pas sur le site et donc n'ayant pas souvent conscience des dangers spécifiques. L'analyse prévisionnelle des risques peut se décomposer en trois parties. Les risques généraux, ce sont les risques que l'on rencontre dans tout type d'intervention. Les risques liés à l'activité, ce sont les risques spécifiques à l'activité de l'entreprise, industrie chimique, nucléaire, génie civil, travaux publics. Risques spécifiques à l'intervention, ce sont les risques liés à l'objet de l'intervention, machine, installation, et à son environnement immédiat. À titre d'exemple, les risques généraux. Confusion, on n'intervient pas sur le bon objet, on se trompe de local, de matériel. Chute de plein pied, chute d'objet, choc, écrasement d'un intervenant, environnement non adapté à l'intervention, sol glissant, plan incliné, dispositif, disponibilité des moyens d'alerte, accessibilité. Interférence avec le voisinage, donc l'activité de l'équipe peut gêner celle des travailleurs réguliers du site ou des autres sous-traitants et vice-versa. Les risques spécifiques à l'activité dans le domaine nucléaire, irradiation, contamination, dans l'industrie chimique et pétrochimique, brûlure, intoxication, explosion, sur la route, trafic automobile. Risques spécifiques à l'intervention électrique, si présence de machines ou câbles sous tension, électrisation, électrocution, brûlure, arc électrique, incendie, bruit, pièces en mouvement. Cette étude est menée lors de la conception de l'opération, phase d'acceptation du contrat par le prestataire, phase de montage du dossier d'intervention, phase de planification, et mène à des prescriptions, niveau de formation requis pour les intervenants, consignes à donner aux intervenants, protection collective et individuelle à prévoir, consignation, coupure des énergies d'une machine, d'une zone, planification des activités des autres équipes sur le site, travailleurs réguliers ou prestataires. Alors, là, le troisième outil que nous allons voir est l'apprentissage par problème. Dans l'apprentissage par problème, APP, en anglais Problem Based Learning, PBL, les apprenants, regroupés par équipe, travaillent ensemble à résoudre un problème généralement proposé par l'enseignant, problème pour lequel ils n'ont reçu aucune formation particulière, de façon à faire des apprentissages de contenu et de savoir-faire, à découvrir des notions nouvelles de façon active. Il s'instruit par lui-même en étant poussé par les nécessités du problème soumis. La tâche de l'équipe est habituellement d'expliquer les phénomènes sous-jacents au problème et de tenter de les résoudre dans un problème non linéaire. La démarche est guidée par l'enseignant qui joue le rôle de facilitateur. Le concept a été développé par la faculté de médecine de l'université McMaster de Hamilton en Ontario dès 1970. Ceci est différent de l'étude de cas ou de résolution, en ce sens que l'on ne donne pas forcément de solution. Alors, domaine et situation. L'apprentissage par problème a été appliqué avec succès à tous les niveaux du primaire au supérieur. Cette méthode peut s'étaler sur une durée d'une voire 4 leçons, ou bien même 6 mois. Il convient bien à toutes les disciplines. Il suffit d'écrire la bonne situation problème qui saura motiver la curiosité des étudiants. Principes, méthodes et déroulement. Côté enseignant, ils forment une équipe, un système de tutorat, et ils joueront désormais le rôle de mentor. Ils proposent aux élèves une situation problème ouverte. Il ne s'agit donc pas de trouver une solution unique en appliquant un savoir préalablement enseigné. La ruse de l'enseignant consiste au contraire à choisir les données et contraintes du problème de façon à ce que la solution et la résolution obligent à faire appel à un ou des outils ou une ou des notions que les élèves ne connaissent pas encore. Le but final est la découverte et l'acquisition de ces nouvelles notions.
Ils établissent un planning des tâches et événements et définissent l'organisation temporelle afin que les objectifs peuvent et puissent être remplis dans les temps. Alors, la situation, le problème. Il satisfait à plusieurs conditions. Il est nouveau pour les élèves, il possède un contexte pour l'inscrire dans la réalité et peut même être authentique. On peut se baser sur un sujet d'actualité. Il doit surtout être ouvert, à savoir qu'au départ, aucune solution n'est explicitée. C'est aux apprenants ou à l'équipe d'enseignants qui les guide de construire une démarche, les différentes étapes. Par ouvert, cela signifie qu'a priori le problème n'a une solution unique. De plus, ce problème doit représenter un challenge atteignable pour les apprenants, à savoir qu'il doit nécessiter un apprentissage, un saut conceptuel, mais que les apprenants puissent résoudre ce problème avec un niveau d'effort acceptable. La taille d'un problème peut être très variable, d'une séance de quelques heures jusqu'à un projet de un semestre, voire une scolarité de plusieurs années. Des groupes sont formés. Les groupes doivent être relativement homogènes et 3 fonctions au sein de chaque groupe devront être occupées par les membres. Le secrétaire, il prend note des faits et des idées importantes. Son travail permet de suivre l'évolution du travail. Le gestionnaire, il supervise le temps, il s'assure que le groupe ne passe pas trop de temps sur un point pour en négliger d'autres, il travaille en collaboration avec l'animateur. L'animateur de formation, il doit attribuer la parole aux différents membres en s'assurant que tout le monde soit impliqué dans la discussion et l'écoute. Pour des groupes plus petits, il est pratique que le secrétaire écrive les points soulevés par le groupe sur un tableau ou tout autre support bien visible pour tous. Ainsi, l'équipe peut toujours se référer à ce qui a été dit. Un scribe peut ensuite mettre au propre les données jugées intéressantes à retenir sur papier ou directement à l'ordinateur. Ce que le scribe écrit pourra servir de carnet de bord qui permettent efficacement de tenir compte de l'évolution du problème et servir de recueil pour des comptes rendus de réunion par exemple. Alors, étape d'une session en APP. Première lecture, l'équipe lit la situation proposée et tente d'y déceler le nouveau vocabulaire. Ce sera la première piste de recherche. Déceler les objectifs de recherche, l'équipe doit trouver des concepts inconnus et les faire ressortir en objectifs d'apprentissage. Par exemple, si la situation parle du rôle de la photopériode dans la défoliation des arbres, il y aura trouver le rôle de la photopériode dans la défoliation des arbres. Émettre des hypothèses. L'équipe doit ensuite émettre des hypothèses sur chacun des objectifs d'apprentissage. Cette étape est très importante car elle permet de faire le pont entre leur savoir antérieur et la notion vue à ce moment. Très souvent, en équipe, ils trouveront un bon début d'explication. Ce peut être surprenant de voir à quel point les étudiants en savent plus qu'ils ne le pensent. Le tuteur est là en permanence pour remettre la discussion sur la bonne piste si la conversation dérape dans une direction dont la certitude est acquise qu'elle ne mènera pas aux objectifs fixés. Recherche de réponses, individuelle ou en groupe. C'est une étape qui peut désorienter parce que les apprenants ne savent pas toujours vers quel type d'ouvrage s'orienter et parce que le processus propre à l'apprentissage par problème est nouveau pour eux. C'est au tuteur de maintenir la motivation, de donner des pistes selon le niveau des étudiants. Dans quelques réalisations de situations de problème, les étudiants doivent rechercher d'autres informations, faire un travail d'enquête. Dans d'autres, l'information est présentée séquentiellement. Retour sur la situation problème. De retour en grand groupe, le vocabulaire nouveau est défini. Les objectifs d'apprentissage sont revus et les étudiants parlent de ce qu'ils ont trouvé.
Des notes peuvent être prises par le scribe et retransmises à tous par la suite. Ce sera les notes de cours. Le tuteur s'assure que tous les points à voir ont été discutés. Par une solution unique, plusieurs alternatives possibles. Côté élève, il est parfois judicieux de réunir tous les groupes pour dispenser de savoir nécessaire, confronter les conclusions des différentes équipes, voire sélectionner une des productions comme base de départ par une étape suivante. Côté enseignement, l'équipe d'encadrement peut mettre en place un système d'évaluation pour, d'une part, s'assurer que les apprenants s'impliquent dans leur projet et d'autre part, pour vérifier l'avancement de chaque groupe. Ces tests peuvent prendre la forme habituelle de questionnaires à choix multiples, QCM, soutenance ou rapport écrit. Tout cela mène ou non à une proposition de solution aux problèmes posés. Et l'équipe d'encadrement possède son analyse critique. C'est l'avant-dernière étape de la démarche. Le bilan des acquis. C'est la phase la plus importante. Les étudiants, tous les étudiants, doivent avoir conscience de ce qu'ils ont appris et être capables de retourner ce savoir. Il s'agit de reconnaître les points du problème qui ont suscité ces démarches d'apprentissage, savoir comment ces nouvelles connaissances ont été mises à profit, et d'autre part de faire une synthèse de ce qu'est le travail de groupe. À certains niveaux, c'est même ce qui a le plus d'importance. Les apprenants doivent être beaucoup plus à même de progresser en équipe efficacement. Tous ces acquis pourront par exemple resservir à l'étude d'un problème futur. Par exemple, l'initiation au grand système. L'exemple décrit ici s'appuie sur une application effective de l'apprentissage par problème dans le cadre des études d'un ingénieur généraliste. Le cadre, une étude demandée par un client, qui pourra être proposée par la suite, selon sa qualité, à de véritables entreprises. Le problème, il est propre à la situation de l'étude et on recherche ici à le résoudre en suivant la méthode de gestion d'études. Méthodologie et nouvelle et acquis, scientifique, méthodologique, le cahier des charges, gestion de groupe et du temps. La durée, un semestre. L'analyse de la méthode. L'apprentissage par problème se fait à travers les effets cognitifs suivants. 1. L'analyse initiale du problème. Énonciation des représentations et connaissances antérieures par la discussion de groupe. Les étudiants font le point sur leur savoir précédemment acquis. En cherchant les connaissances utilisables dans la situation étudiée, il s'opère souvent des échanges en fonction des spécialités de chacun. 2. Élaboration de la connaissance antérieure et le traitement actif de nouvelles informations. Ceci s'effectue par les enquêtes et recherches, parallèlement aux concepts et méthodes découverts par la pratique. Troisièmement, restructuration de la connaissance. Construction d'un réseau sémantique. Un glossaire n'est pas indispensable, mais c'est un outil très appréciable qui permet d'éviter des malentendus au sein du groupe. Quatrièmement, apprentissage dans le contexte. Tout tourne autour du problème posé. Cinquièmement, stimulation de la curiosité pour une notion du fait de la situation qui illustre. La découverte de connaissances est induite par le problème. Les apprenants vont, de leur plein gré, chercher à apprendre de nouvelles choses sans être bridés et guidés. Les écarts, il est des écueils à prendre en compte par l'encadrement. Si un ou plusieurs groupes, voire tous, n'aboutissent pas à une solution, il faut s'assurer que les élèves ne gardent pas un aspect négatif de l'exercice, qu'ils prennent conscience qu'il est des problèmes qui peuvent dépasser leurs compétences. Il faut savoir placer les échéances et des contraintes, car cette méthode demande l'implication de tous les étudiants afin que la méthode profite à tous. Les effets. L'apprentissage par problème est une méthode polyvalente à utiliser dans de nombreux domaines
et donne généralement de bons résultats. Impact sur les enseignants. Les apprenants nécessitent d'être encadrés, mais à un certain niveau, lycée, post-bac, ils peuvent être plus autonomes en ce qui concerne le travail personnel notamment. Cette méthode originale est aussi moins scolaire. Le corps enseignant est motivé, dans la réalité, certains se disent même enchantés. Les valeurs ajoutées à chaque élève, une plus grande culture, de nouveaux domaines de connaissances, une méthodologie réutilisable dans la vie active, présentation, organisation, communication, un esprit de groupe, responsabilisation, plus grande facilité à la résolution de problèmes, compétences marquées pour la recherche efficace d'informations. L'étudiant a appris par lui-même, il a su prendre des initiatives et c'est un mécanisme fonctionnel dans beaucoup de domaines scientifiques ou non. Quelques avantages de l'APP. Dans la pédagogie classique, la plupart des étudiants suivent des cours et ont peu d'occasion pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris par cœur. Ils n'ont pas souvent une utilisation appropriée de leurs connaissances. Par contre, dans cette nouvelle pédagogie qui est l'APP, apprentissage est toujours beaucoup plus ancré sur la pratique. Les étudiants sont engagés à trouver des solutions à des problèmes de la vie pratique. Ils sont aussi plus préparés et plus aptes à confronter des problèmes dans leur vie professionnelle. Le travail en petits groupes, le travail individuel de chacun des membres, puis la mise en commun des connaissances acquises, la nomination d'un animateur, d'un secrétaire, ont généralement pour but d'acquérir des compétences sur le plan organisationnel. Les étudiants ont également une aptitude auto-motivée, du moment où ils sont intéressés par ce qu'ils font et qu'ils sont aptes à poursuivre un apprentissage indépendant. Les barrières de l'APP. Dans la plupart des cas, l'APP demande de faire le tri des objectifs d'apprentissage. Ce type d'apprentissage demande plus de temps aux étudiants pour arriver à leur fin, ce qui limite la quantité de notions vues lors de la formation. Il faut donc mettre en évidence les objectifs d'apprentissage primaire, secondaire et tertiaire de notre cours et se dire que sûrement seuls les objectifs primaires et une partie des secondaires seront à l'étude. Aussi, il est difficile pour certains professeurs de passer de la pédagogie classique à cette nouvelle pédagogie. En effet, l'enseignant aura tendance à croire qu'il a perdu son rôle de détenteur et de donneur d'informations, que sa fonction n'est plus la même. Pourtant, son rôle de tuteur lui donne ce même privilège. Sur le plan économique, l'APP est plus coûteux. Il requiert plus de petits groupes, une bibliothèque plus importante, davantage de professeurs, les tuteurs, plus d'équipements. Un bon accès à Internet fait toute la différence. Il est possible de trouver de l'information sur l'apprentissage par problème adapté aux grands groupes afin de trouver des stratégies qui permettent de minimiser ces inconvénients, nombre de tuteurs, nombre de groupes. Il ressort généralement que l'application de la méthode d'apprentissage par problème a un effet positif sur les élèves qui, dans certaines universités, vont désormais au cours avec plaisir. Alors, quelles sont les applications ? Il y a des universités qui dispensent un programme en APP au grand complet. Par exemple, l'Université du Québec à Montréal offre le bac en biologie entièrement en APP. Les études de médecine de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de Montréal utilisent également cette méthode d'enseignement. En France, la faculté de médecine de Nice propose des modules basés sur l'APP. Deux grandes écoles proposent un cursus en application de cette méthode, l'INSA, l'EXEA, cursus complet informatique. L'école informatique Epitech propose un cursus basé sur des projets se rapprochant de l'APP, le formalisme et la confrontation animée d'idées en moins. Alors, nouvel outil, la chronoanalyse. La chronoanalyse est la méthode la plus utilisée afin de définir un temps de production en entreprise. Cette méthode est mise en application par le bureau des méthodes. Outre le chronométrage simple d'un exécutant lors de ses tâches productives, elle consiste à appliquer certains coefficients.
Le jugement d'allure, d'activité ou d'efficacité, JA, JGA, JE. Le coefficient des besoins personnels, le coefficient de repos, le coefficient d'ambiance et les coefficients d'entreprise s'il existe. Le but de la chronoanalyse est de définir le temps de production pouvant être tenu par l'ensemble de la population active pour une activité donnée. Alors, le chronométrage, c'est l'action de chronométrer les durées des opérations effectuées par un opérateur sur son poste de travail. En fonction de la précision désirée, les temps obtenus peuvent être exprimés en diverses unités. Les minutes, les CMN, centiminutes ou centièmes de minute, les secondes, les centièmes de seconde, le DMH, 10 millièmes d'heure, ou le CH, le centième d'heure. Le jugement d'allure, d'activité ou d'efficacité. Alors, l'allure, on désigne par allure la vitesse momentanée de production d'un effet utile, dans le cas où cette vitesse dépend uniquement de l'activité déployée par l'exécutant. L'allure d'un opérateur est changeante de nature. Pour effectuer les mêmes opérations, les opérateurs mettent plus ou moins de temps en fonction de l'état de fatigue, physique ou mental, l'âge et les aléas rencontrés. L'allure modale ou allure de référence. Allure arbitrairement choisie mais définie et par rapport à laquelle l'observateur juge les allures rencontrées. Par exemple, allure 100 BTE, allure modale 4 km/h pour un marcheur. L'allure de référence peut varier en fonction des entreprises. Par exemple, dans l'automobile, l'allure 100 correspond à une allure de 120 BTE, soit une marche de 5 km/h, et pour la confection textile, l'allure de référence correspond à une allure de 80 BPE pour une marche de 3 km/h. Le jugement d'allure, opération par laquelle un observateur entraîné apprécie l'allure d'un exécutant par rapport à la représentation mentale qui a de l'allure d'un exécutant type placé dans les mêmes conditions. On appelle ça l'allure modale. On juge cette allure en fonction des critères de précision, de méthode et de rapidité. Le jugement d'allure se traduit par l'énoncé de la valeur numérique du rapport allure jugée sur allure modale 100, multiplié par 100. On note JA. Une valeur 100 correspond à la vitesse normale d'exécution. Un opérateur travaillant à une allure 90 travaille donc moins vite qu'attendu. Les valeurs extrêmes de JA instantané, globalement constatées, sont 70 et 130. Cependant, la moyenne des JA observés dans une entreprise est souvent plus élevée que 100, car les ouvriers les plus lents ne restent pas au poste, mais aussi à cause de l'effet d'apprentissage. Notons que le jugement d'allure n'est pas significatif du volume de travail réalisé par l'opérateur car il est instantané. On appelle observateur entraîné une personne ayant suivi une session d'entraînement à l'évaluation du JA. Ces sessions se présentent sous la forme d'une visualisation de films vidéo de la même action exécutée plusieurs fois à différentes allures, puis comparaison des résultats. Il est recommandé de se recalibrer tous les 5 ans environ. Le jugement global d'activité. Estimation par un observateur expérimenté, connaissance du travail, de l'activité efficace d'un opérateur par rapport à une représentation mentale d'une activité moyenne. Le jugement global d'activité se traduit par l'énoncé de la valeur numérique du rapport d'activité jugée divisé par l'activité moyenne, et on note ça, le JGA. Pour éviter que l'observateur ne soit trompé par la connaissance des opérateurs, ce qui est le cas car il connaît le travail, la méthode des observations instantanées existe pour déterminer de façon neutre le jugement global d'activité. Un observateur ou un groupe d'observateurs fait le tour de l'atelier à heure aléatoire prédéterminée, typiquement de l'ordre de 3 à 15 minutes, et note pour chaque opérateur s'il travaille ou non. Un opérateur en train de s'essuyer le front à la seconde de l'observation ne travaille pas. À la fin de la journée, les pourcentages de temps travaillé établis à partir de ces tables permettent non pas de juger les opérateurs, mais
de vérifier que les jugements d'allure et les temps alloués sont corrects. Les premiers temps sont en général exclus car les opérateurs guettent les observateurs. Ensuite, ils s'habituent. Le jugement d'efficacité, coefficient appliqué au temps relevé par chronométrage selon les critères de habileté, activité, conditions de travail, stabilité. Il est noté JE. Les autres coefficients, des besoins personnels. Ils correspondent aux besoins normaux d'un opérateur lors de l'exécution de tâches diverses. Par exemple, se moucher, s'essuyer le front, se nettoyer les mains. Le coefficient de repos. Généralement appelé coefficient d'épée, coefficient dynamométrique position, il correspond au repos alloué à un opérateur en fonction de la position du travail, des efforts exercés, de la charge mentale induite par son activité. Les coefficients d'ambiance, ils correspondent à des compensations temporelles dépendant des conditions relatives à la température, l'hygrométrie, les flux de ventilation, l'éclairage, le bruit en décibels mesuré par un sonomètre. Les coefficients d'entreprise, ces coefficients dépendent uniquement de l'entreprise elle-même. Ils sont généralement issus d'accords avec les partenaires sociaux. À titre d'exemple, on peut trouver dans les accords d'entreprise un coefficient global besoin personnel plus coefficient d'ambiance plus coefficient d'entreprise de 13%, le coefficient de repos restant lié à la tâche réalisée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres outils, la réunion de travail, la résolution de conflits, mais aussi la proxémie, qui est vraiment très très importante, les conflits dans les sciences sociales, et enfin l'arbre des causes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.